Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous serons avec Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities, et nous évoquerons notamment trois dossiers: DBV Technologies, Inventiva ainsi que Médian Technologies. Et puis l'entretien sera consacré à Pascal Prigent, directeur général de Genfit. Le journal des biotech, c'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour notre point d'actu Frédéric Gomez, analyste spécialiste biotech chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. On avait envie de commencer par cette performance. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est une biotech qui tient le haut du pavé depuis le début de l'année sur le SBF 120 DBV Technologies, avec une progression d'un petit peu supérieure à 130%. L'occasion peut-être de faire le point avec vous, parce que, il faut bien le dire, d'un point de vue factuel, il y a peu de raisons à date qui expliquent cette forte augmentation, et on avait envie un petit peu de faire le point sur l'actualité de DBV et sur du coup cet engouement des investisseurs sur la biotech. Alors, c'est exact, ça a été un peu une renaissance. Alors, la biotech a beaucoup souffert ces 2 dernières années. Et là, on a vu en fait un espèce de pic en janvier. Alors, on l'explique facilement, ce mouvement. C'est parce qu'il y a eu des avancées, en tout cas des clarifications sur le plan réglementaire. Et c'est vrai que l'update qu'ils ont donné en janvier sur les situations aux US a quand même rassuré les investisseurs. Et certains y ont vu en fait des signes plutôt positifs sur le fait que les discussions n'étaient pas interrompues avec la FDA, qu'il y avait des choses qui se passaient, et que la société pourrait lancer incessamment sous peu une étude clinique qui pourrait être la dernière, en tout cas la dernière étape à franchir avant la resoumission de nos dossiers. Donc au final, ça a été plutôt bien perçu par les investisseurs. Ils ont donné quand même pas mal de détails dans le communiqué de presse de janvier, indiquant où ils en étaient. Et c'est vrai qu'on arrive en fait à un moment un peu charnière dans le process, puisqu'ils continuent à leurs dernières informations, parce que j'ai pu échanger avec la société il y a quelques jours de cela. Mais c'est vrai qu'ils doivent soumettre en fait le protocole, puisque la société doit réaliser une nouvelle étude d'une durée de 6 mois aux US pour vérifier toutes ces questions d'adhésion du patch. D'adhésion du patch, c'était ça le problème, oui. C'est ça le problème. Et donc là, en fait, ils ne pourront pas y échapper. Oui. La FDA leur a demandé de faire une nouvelle petite étude de 6 mois. Donc, les discussions avec l'agence sont toujours en cours sur le design de l'étude, sur le protocole. Aux dernières infos, le protocole n'a toujours pas été envoyé et validé par la FDA. Donc, il est clair que pour moi, il y a toujours un peu une incertitude sur quand est-ce que le premier patient sera recruté dans cette étude, parce que ça va quand même être l'événement le plus important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette étude aura réellement commencé, le premier patient aura été recruté, sachant qu'on saura un peu le nombre de patients qu'ils devront recruter et puis la durée d'étude, on pourra ensuite se projeter dans le futur pour un peu imaginer quand est-ce qu'ils auront les datas, et ensuite l'étape d'après qui serait la resoumission. Donc là, il y a encore des discussions qui sont en cours avec la FDA. C'est vrai que la société semble essayer un peu de travailler au corps l'agence pour trouver des compromis, pour trouver une solution et sortir un peu dans la nasse dans laquelle ils étaient aux US. Donc tout ceci en fait a permis un peu un regain de confiance sur les perspectives de titre. Et c'est vrai que la prochaine étape, ça va vraiment de voir un peu le communiqué de presse annonçant le premier patient dans cette étude, qui devrait être conduite uniquement en Amérique du Nord. Donc aux États-Unis, c'est sûr, à voir s'il y aura des sites au Canada, mais ce sera vraiment une étude spécifique pour la FDA. La question ensuite qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça peut avoir éventuellement une conséquence un peu sur l'examen qui est en cours en Europe. C'est ça, parce que c'est la deuxième actu, c'est aussi la demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe. Exact. Alors ça, c'est vrai que pour le moment, historiquement, ils avaient concentré tous leurs efforts sur les US en délaissant un peu l'Europe. Avec ce qui s'est passé aux US, sachant qu'il y avait des éléments du dossier qui étaient communs en fait aux deux agences, donc ils sont on a un dossier sur la partie CMC préclinique, on va l'utiliser également en Europe. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que ils ont reçu donc la première liste de questions des 120. Et contrairement à Genfit qui a annoncé là une extension du clock stop la semaine dernière avec un délai quand même quasiment de 6 mois, aux dernières infos, en tout cas par rapport à ce qui est public, il n'y a pas eu de clock stop détendu sur le dossier DBV. Donc pour le moment, ils sont parfaitement en ligne, et ils étaient dans le process, en tout cas, de répondre aux questions. Donc l'affaire suit son cours en Europe. Il y aura un deuxième temps qu'il faudra bien regarder, c'est le D180, où généralement il y a des questions qui peuvent être également à nouveau posées par l'agence. Et ça, on y verra un peu plus clair d'ici septembre-octobre, si tout va bien. Mais en tout cas, c'est vrai que les deux effets combinés à la fois des progrès faits en Europe et de la poursuite des discussions avec les FDA ont rassuré les investisseurs.
Alors, ça ne veut pas dire que pour autant tout est gagné. Tout est gagné. On ne sait jamais. C'est vrai que les agences peuvent être par moments difficilement prévisibles. Mais en tout cas, c'est vrai que l'action était tombée bas. Ouais. Et là, il y a un regain d'espoir sur les titres, mais qui est uniquement dû à des événements réglementaires. Oui, c'est vrai qu'on commande sur cette hausse de l'action, mais comme vous l'avez dit au début, elle a été précédée par une période de forte baisse. Donc voilà pour DBV avec un contexte plus favorable. Et puis, on avait envie de parler aussi d'Inventiva. Inventiva avec une phase 3 qui va commencer dans la nage incessamment en juin. Ça, c'est intéressant. Mais pas que, il n'y a pas forcément que cet aspect du dossier qui vous intéresse chez Inventiva. Non, en effet, il y a un actif dont tout le monde connaît, qui est l'anifibranor. Donc là, effectivement, on attend incessamment sous peu l'initiation de la phase 3. Donc pour rappel, le protocole de cette étude, il a été bien discuté et validé avec à la fois la FDA aux US et l'EMA en Europe. Donc ils avaient communiqué là-dessus. Je pense qu'il y a 2-3 points qui sont vraiment importants pour les investisseurs à bien avoir à l'esprit sur cette étude. D'une part, c'est souvent, il faut bien analyser le plan d'analyse statistique, qu'est-ce qui va être regardé. Oui. Et là, bien avoir à l'esprit qu'il y a donc 2 doses qui vont être testées dans cette étude, la dose de 1200 mg et la dose de 800. Mais il est évident que par rapport à ce qui était validé avec les agences, l'efficacité sera mesurée d'abord sur la plus forte dose. D'accord. Donc en fait, Inventiva va regarder l'efficacité de la dose de 1200 mg versus le placebo. Et ensuite, si tout est positif, ils regarderont la dose la plus faible. Mais bien avoir à l'esprit que c'est donc la forte dose qui va être testée. La chose qui me semble aussi ultra importante, et une fois de plus, les discussions, le protocole semble très bon, et le travail fait par la société est vraiment de bonne qualité, puisqu'on va avoir une étude qui a quand même une puissance de 90%, donc sur le plan statistique, c'est pas rien. C'est d'ailleurs ce qui explique au final le nombre de patients qui est comme important qu'ils vont recruter dans l'étude. Ouais. Et le dernier détail qui est pour moi crucial, c'est que quand vous faites une étude, vous prenez les hypothèses bien souvent en vous basant sur les datas de la précédente. Et là, ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont été conservateurs sur la perception de l'efficacité, puisqu'en fait, ils ont pris une marge de sécurité pour évaluer la taille de l'échantillon. Et ils ont pris un delta d'efficacité entre l'ANI et le placebo qui est inférieur à 15%. Donc ça veut dire qu'ils se sont mis un peu de la marge par rapport à ce qu'ils ont eu sur la phase 2. Donc il y a vraiment des petits détails sur le protocole qui ont été validés par les agences qui sont assez prometteurs, assez rassurants d'un point de vue de l'investisseur. Un design de phase 3 qui vous séduit, Frédéric. Qui semble bien construit, ouais. Et j'ai le sentiment que la société a vraiment mis tout en œuvre pour maximiser les chances de succès sur cette étude. Donc ça, c'est quand même à reconnaître et à saluer. Bon, alors voilà pour l'anafibranor, mais c'est pas que ça, Inventiva. Et peut-être qu'on oublie un petit peu les autres actifs dans le portefeuille de la société. Ouais, c'est mon petit favori dans Inventiva. C'est le projet qu'ils ont le psoriasis avec AbbVie. On n'a pas trop parlé de cet actif pour le moment. La société reste aussi assez... en tout cas, restait, juste à quelques semaines... Un peu plus vague. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que j'avais beau un peu la relancer là-dessus, ils me disaient non, c'est entre les mains d'AbbVie, on ne peut pas trop dire de choses, c'est AbbVie. Mais ils ont un actif dans le psoriasis en partenariat avec AbbVie, qui est une petite molécule, qui est une molécule orale. Donc juste pour récapituler, en fait, dans le psoriasis, soit vous utilisez des crèmes, généralement pour les patients un peu légers, et pour les patients plus sévères, vous allez utiliser des molécules injectables, des biologiques, qui vont cibler des interleukines, enfin des médiateurs d'inflammation. Ces molécules, elles sont très onéreuses, elles font des chiffres d'affaires un peu de folie, et AbbVie a notamment le fameux blockbuster Humira qui est indiqué dans le psoriasis. Et donc, entre ces pommades, ces crèmes et les injectables, en fait, il y avait un vide. Et ce vide, il a été comblé par Otesla, qui est une molécule qu'on prend en fait sous forme orale. Alors, cette molécule, elle n'est pas parfaite, elle a quelques inconvénients, notamment au niveau des effets indésirables. Mais malgré son profil, on va dire moyen, elle fait quand même 4 milliards de chiffre d'affaires. Ouais, ce qui est pas mal. Parce que les patients trouvent que c'est beaucoup plus simple de prendre un comprimé ou une gélule que de se faire injecter. Et donc, il y a pas mal d'acteurs qui se sont engouffrés dans la brèche, notamment BMS, mais il y a AbbVie. Et AbbVie a l'ambition, en fait, sachant qu'Humira, son blockbuster, est sous le danger des biosimilaires, d'essayer de switcher un peu ces patients qui sont traités par Humira vers une formulation orale. Et donc, ils ont parié sur la techno et sur la molécule d'Inventiva. Ouais. Et donc, ils ont annoncé, il y a une première étude qui était en cours, ils ont fini l'étude en fin d'année dernière, et on ne savait pas trop ce qu'allait faire AbbVie avec le produit. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient poursuivre son développement. Et donc, alors, outre le fait qu'il y aura un milestone qui va être payé à Inventiva, ce qui est toujours bon pour la payer en cash, même s'il y a des scènes, parce qu'ils ont quand même plus de 100 millions d'euros en trésorerie, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vraiment un actif qui me semble intéressant.
Le mécanisme d'action est pas mal, puisque ça cible les fameux erreurs gamma. Et je pense qu'à terme, on pourrait voir sur l'effort moral une bataille en fait entre les P2 et 4, hein, comme au Tesla, les TUC2 où BMS est en avance, et l'erreur gamma ou AbbVie pour avoir le leadership avec Inventiva. Donc, une fois de plus, c'est un marché considérable, plusieurs milliards de dollars et supérieur à 10 milliards de dollars. Et c'est une belle opportunité et potentiellement un actif un peu caché, parce que si jamais AbbVie est capable de l'emmener jusqu'au bout et que cette molécule, admettons qu'elle fasse 2 ou 3 milliards de revenus annuels, si ça sort, même avec un niveau de royalty, on va dire single digit, ça permet d'avoir quand même des beaux cash flows annuels. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est un petit actif que j'aime bien chez Inventiva et dont on parle plus. Le trésor caché d'Inventiva. On va finir peut-être avec une valeur dont on ne parle pas forcément beaucoup dans le journal biotech, mais après tout, on aime aussi élargir nos horizons. On parle biotech, medtech, et puis on va parler de Mediant Technologies, spécialiste dans le traitement informatique de l'image médicale, notamment assisté par l'intelligence artificielle. Ils sont spécialisés en oncologie. Et en préparant cet entretien, on m'a dit, vous savez, en fait, c'est une façon, quelque part, de jouer aussi la performance, ou en tout cas les biotech qui, elles, sont en oncologie, parce qu'elles devront avoir recours, ou elles devront en tout cas utiliser les services de Mediant Technologies. En effet, alors c'est vrai qu'il y a une chose que vous avez évoquée dans mes numéros précédents du journal des biotech, c'était les financements du secteur, à la fois des sociétés privées, mais bien évidemment des sociétés qui sont publiques, cotées en bourse. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis plus d'un an maintenant, depuis 2020, on a vu aux US un engouement dingue pour le secteur, avec un nombre incroyable d'introductions en bourse. Ouais. Avec des financements ultérieurs, que ce soit en placement privé ou secondary offerings, avec vraiment un afflux important d'argent. Et tout cet argent en fait collecté par les biotech, il va bien falloir qu'elles le dépensent. Et on sait très bien que le PNL des biotech, 70% de leurs dépenses sont sur des dépenses R&D. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu le positionnement des biotech, à l'heure actuelle, il y a quand même un fort biais vers l'oncologie, puisqu'on peut dire que 50% grosso modo de l'argent collecté dans les biotech phare, hein. Voilà, va dans l'onco. Et derrière, la façon intéressante en fait de jouer sur cette accumulation d'argent dans le secteur, c'est de regarder un peu le cycle de service. Puisqu'in fine, les CRO, elles vont être en charge des études cliniques, et donc elles vont récupérer ce que les biotech ont levé. Et c'est vrai que le positionnement de Mediant, il est particulièrement intéressant à ce niveau-là, puisqu'ils ont un focus uniquement en oncologie et sur le traitement des images. Donc on sait très bien, quand on fait une étude clinique en onco, alors oui, on va regarder des paramètres comme la survie ou la progression la survie sans progression. Mais en parallèle, il faut toujours faire des échographies, il faut toujours faire des scans, et il faut bien qu'il y ait des gens qui traitent les images qui vont être collectées au cours d'une étude clinique. Et c'est typiquement le positionnement de Mediant, et ça me semble faire beaucoup de sens. Alors, ils ont publié les résultats financiers 2020, qui étaient quand même en forte progression, puisqu'ils ont fait plus de 50% quasiment par rapport à 2019. Alors, on n'est pas non plus sur des chiffres d'affaires qui sont délirants, mais il faut quand même noter... Voilà, il faut reconnaître cette hausse en 2020. La progression premier trimestre 2021 est encore plus importante, parce qu'on était à 85% de mémoire, ou 86%. Ils ont quand même fait 5 millions de CA sur le premier trimestre. Et une fois de plus, quand on fait une étude clinique, les coûts, en fait, ils sont au fil de l'eau. Vous ne payez pas tout d'un coup. Donc, je pense que dans les 2 prochaines années, tout l'argent qui a été collecté par les biotech, elles vont le dépenser dans les 2 ans qui viennent. Et les CRO vont être les gagnants. Donc, je pense que le book, en fait, de Mediant, durant les 2 prochaines années, il devrait être bien sur l'activité CRO pure. Et oui, je pense qu'il y a vraiment une piste à creuser, parce que moi, j'anticipe toujours une croissance de chiffre d'affaires de cette activité. Sans compter qu'on a parlé oncologie, mais ils sont aussi potentiellement présents dans la NASH, hein, puisqu'on parlait d'Inventiva, là, puis on va parler avec GenFit, avec Pascal Prigent, même si c'est plus l'actualité de GenFit, mais en tout cas, Mediant a une carte à jouer aussi dans ce domaine. Également, alors c'est là où c'est assez intéressant ce qu'ils font, en plus de leur activité pure de CRO, qui est l'activité un peu historique, c'est qu'ils se sont dit, à force d'analyser, de traiter des images et d'avoir accès à des images au travers de plein d'études cliniques en oncologie, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces images en développant un algorithme d'intelligence artificielle pour voir si on ne peut pas diagnostiquer ou détecter plutôt un cancer, puisque on sait que l'un des gros problèmes des cancers, c'est que généralement on les détecte à des stades 3 ou stade 4, à des stades avancés, et que dans certains types tumoraux, comme le cancer du poumon par exemple, on a du mal à détecter des cancers à des stades précoces, des stades 1. Donc il y a eu un engouement sur tout ce qui est biopsie liquide, notamment aux US,
On a vu des sociétés avoir des capis supérieurs à 5 milliards, parce que sur la base d'un prélèvement sanguin, on pourrait détecter des méthylations d'ADN ou des protéines qui pourraient indiquer la présence d'un cancer. Ouais. Et donc, la façon qu'a Médian de procéder, c'est de se dire, nous, on va utiliser tout le stock d'images, on va collecter des images sur 1500, 2000, 5000 patients, et puis on va essayer de voir à la base d'un algorithme si on ne peut pas affiner un peu le diagnostic, et sur la base d'imagerie, voilà, sur la base d'imagerie et d'un algorithme puissant, détecter plus rapidement un cancer. Donc, on devrait voir des premières datas préliminaires dans le cancer du poumon d'ici la fin de l'année. Et si tout se passait bien pour eux, ils ambitionnent potentiellement d'être sur le marché aux US d'ici 2023. Mais une fois de plus, je pense que c'est une approche qui fait du sens. Quand on discute avec des oncologues, ils vous disent oui, on doit pouvoir y arriver. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc c'est une piste à creuser qui est le second driver, puisqu'il y a l'activité historique de CRO. Mais c'est vrai que là, il y a ce levier qui pourrait peut-être permettre d'emmener le cours un peu plus haut. S'ils sortent des datas qui sont vraiment robustes et qui montrent quelque chose de solide. Et ben voilà. Et donc parallèlement, c'est vrai qu'ils sont dans le poumon, ils sont dans le cancer du poumon et du foie, mais oui, ils travaillent également dans la nage, puisqu'on sait que le gros problème de la nage, c'est que c'est aussi qu'il faut faire des biopsies, c'est invasif. Et là aussi, finalement, Médian, avec son système de 10 biopsies, permettrait peut-être de diagnostiquer là aussi des cas de NASH. Ce qui va être un facteur important finalement dans la reconnaissance de ce marché, quelque part. Exact. C'est tout à fait ça l'objectif, c'est de se dire plutôt que d'avoir un acte invasif où il va faire prélever un morceau de tissu plus ou moins bien, et voilà. Est-ce que sur la base de l'imagerie, on peut détecter la NASH, et une fois de plus, s'ils y arrivent, ce sera bien. Et ben voilà, ce sera bien. Mais des pistes prometteuses, et une fois de plus, un positionnement que je trouve assez intéressant et assez smart. Ouais. Et ben voilà, positionnement intéressant, assez smart. Médian Technologies, merci beaucoup Frédéric Gomez d'avoir été avec nous cette semaine. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Pascal Prigent, directeur général de GenFit. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, les sujets ne manquent pas sur GenFit. En ce moment, on a un lancement du test dans la NASH, la mise à jour du produit, du portefeuille de produits, la publication récente de la trésorerie. Mais l'actualité la plus immédiate, c'est bien sûr l'Assemblée générale de la société qui va se tenir le 15 juin prochain. L'année dernière, vous étiez là pour en parler. Les actionnaires avaient dû se prononcer sur le refinancement crucial de GenFit. J'imagine que cette année, vous espérez aussi une participation active. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez finalement leur expliquer les résolutions importantes de l'Assemblée générale de cette année? Oui, je dirais que vous avez absolument raison. La dernière fois, c'était une Assemblée générale très importante. Là aussi, mais je dirais qu'elles sont un peu de nature différente. La dernière fois, on était dans une logique plutôt court terme, plutôt de survie. Oui. Et il s'agissait vraiment, comme vous l'avez dit, de restructurer cette dette qui était vraiment une menace pour la société à très court terme. Aujourd'hui, on est dans une logique plus moyen-long terme. Quelles sont les perspectives de GenFit? Comment repartir, comment rebondir sur le développement de la société? Et donc, comment accompagner et financer ce développement? Ce sera l'enjeu de cette Assemblée générale. Bon, qui se tient le 15 juin, je le rappelle. Justement, vous l'avez dit, comment on accompagne le positionnement, le repositionnement de GenFit? Et on a des éléments concrets, puisque visiblement, l'autre annonce importante, c'est cette mise à jour du portefeuille de produits, le lancement de nouveaux programmes cliniques. Alors, on savait que, déjà que GenFit s'était repositionné dans la cholangite biliaire primitive avec Elafibranor, ça jusque-là, mais on a appris pas mal de choses, notamment deux nouvelles aires thérapeutiques, l'ACLF, Acute on Chronic Liver Failure, une forme de décompensation aiguë sur la cirrhose, et l'autre grand pan, ce sont les maladies cholestatiques, donc c'est le cas de la cholangite biliaire primitive, et puis d'une autre forme de cholangite, la cholangite sclérosante primitive. Vous voyez arriver gros comme ils ont. Il va falloir, parce que là, les investisseurs étaient familiers de la NASH, ils ont commencé à se former sur la cholangite biliaire primitive. Il va falloir expliquer un petit peu en quoi concernent ces deux nouvelles aires thérapeutiques. Absolument. Et je pense que si on se remet dans le contexte, vous vous rappelez, ça fait maintenant un tout petit peu plus d'un an qu'on a annoncé les résultats décevants dans la NASH, et on était revenu vers nos investisseurs, vers nos actionnaires, en disant: on refait un reset de notre stratégie, on se concentre sur la PBC d'une part, sur le développement de NIS4 d'autre part, on gère ce problème financier, on restructure financièrement la société, et on avait dit on reviendra vers vous
pour vous parler du pipeline ouais. et du développement futur de GenFit. Donc, on a lancé le programme PBC, septembre l'année dernière, pour le premier patient, la première visite du premier patient. Pour l'instant, cette étude suit son cours, on est à peu près aligné avec nos prévisions. On suit la situation de très près parce qu'évidemment, la pandémie de Covid rend les choses plus compliquées, plus difficiles, plus longues. Mais enfin, pour l'instant, on est à peu près aligné. Donc là, on parle du recrutement des patients en phase 3 absolument, dans l'étude. Absolument. Et on maintient pour l'instant notre vision de dire en Q1 2023, on aura les résultats dans la PBC et on refera un point en septembre quand on aura vu un peu l'évolution de la situation. Des patients. Exactement. Et le timing de cette étude. Sur Nice 4, vous l'avez dit, on vient de lancer... Alors ça, on va peut-être en parler plus tard. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, là, restons finalement sur les actifs de GenFit et sur encore une fois, ces 2 nouvelles aires thérapeutiques. Quelles sont-elles déjà pour expliquer ces 2 pathologies? Absolument. Et puis, on est aussi là sur Boursorama, le potentiellement commercial de ces 2 indications. Tout à fait. Donc, ce qu'on a décidé de faire quand on a fait ce reset de la stratégie, c'est vraiment de regarder notre portefeuille de R&D et de regarder absolument tous les programmes qu'on avait pour se focaliser sur ceux qui nous semblaient les plus prometteurs, tant au niveau des probabilités de succès qu'au niveau du potentiel de marché. Et du besoin médical insatisfait. On a fait tout ça, on s'est focalisé à la fois sur ce qu'on a pu trouver dans la littérature, le feedback des KOL, et aussi sur les propres travaux internes chez GenFit, travaux précliniques notamment sur les différentes molécules que nous avions. Et on a décidé de se concentrer sur 2 domaines. D'une part, vous l'avez dit, la CLF. D'autre part, les maladies cholestatiques. La CLF, on est sur une maladie grave avec une forte mortalité, puisqu'il s'agit effectivement de patients cirrhotiques qui décompensent. Et donc la différence entre une décompensation, on va dire classique, et une ACLF, c'est une décompensation aiguë. Aiguë, accompagnée d'une défaillance d'un autre organe, un ou plusieurs organes. Et donc, on a une mortalité qui est importante. Bon, ça dépend du nombre d'organes qui sont en défaillance. Je crois qu'il faut une transplantation ou le risque de mortalité. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui est approuvé et qui peut améliorer la survie des patients avec ACLF. Et nous, on a 3 assets aujourd'hui qui sont étudiés dans la CLF, dont un dont on pense qu'il est prêt à passer en phase clinique. D'autre part, vous avez les maladies cholestatiques, donc qui ont toutes un espèce de point commun, il s'agit de la bile qui, au lieu d'être évacuée, se retrouve dans le foie et comme elle est acide, attaque le foie. Donc un peu la même logique que pour la PBC, simplement il existe d'autres maladies cholestatiques, la PSC, dont vous avez parlé. Ça, c'est la cholangite sclérosante primitive. Exactement. Et puis, par ailleurs, il existe aussi tout un tas de maladies cholestatiques pédiatriques qui sont toutes des maladies orphelines et où, en général, il n'existe pas de médicaments et sur lesquels on a également lancé des programmes de développement, pour l'instant, précliniques. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous le dire, si on a une idée de la taille de ce marché sur ces 2 indications. La PSC, c'est un marché qui est un petit peu plus petit que la PBC. Mais vous vous rappelez, on en avait parlé, la PBC, même si parfois, comparé à la NASH, les gens disent que c'est assez petit, c'est quand même un marché qui est potentiellement intéressant. Et la PSC, on considère que c'est à peu près les 2/3 du marché de la PBC. Donc là où on pensait des ventes un peu supérieures à $1 milliard par an dans la PBC, on serait sur du 650, 700 millions. 2/3 de $1 milliard, voilà, si on fait le calcul à grosse manière. Exactement. Par contre, la différence, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun médicament qui est approuvé dans la PSC, alors qu'il existe un médicament déjà approuvé en seconde ligne dans la PBC avec le Localiva et d'autres médicaments en développement. Et sur la CLF? Et sur la CLF, donc aux États-Unis, 180 000 patients à CLF. On considère que c'est à peu près entre 10 et 30% des patients cirrhotiques hospitalisés. Donc c'est un marché qui fait aux États-Unis à peu près 4 milliards de dollars, estimé à 4 milliards de dollars, et à peu près entre 2 et 3 milliards en Europe. Et là, le but, c'est vraiment améliorer la survie du patient, c'est ça dans l'attente peut-être d'une transplantation. Comme on le disait, aucun médicament aujourd'hui est disponible dans la CLF, et donc la seule solution, c'est la transplantation. Bon. C'est très clair. On a ces 2 indications thérapeutiques, on a les pathologies, puis en face, vous évoquez effectivement 3 actifs
et de nouveaux essais cliniques qui seront lancés au dernier trimestre de cette année. Alors on a elafibranor, on le connaît dans la PBC. Vous évoquez également NTZ, la nitazoxanide. Ça aussi c'est un produit qu'on connaît dans le pipeline de Genfit. Et puis GFT 1575, et ôtez-moi d'un doute, ça pour moi c'est un nouvel actif parce que j'en avais pas entendu parler. On va faire les choses très concrètement. Ça donne quel actif pour quel essai et quel calendrier? D'accord. Donc, commençons par l'elafibranor, qu'effectivement tout le monde connaît. Donc, elafibranor, déjà bien avancé dans la PBC, on est, on va dire, au milieu de notre phase 3. Et là, ce qu'on se propose de lancer, c'est une phase 2 de Proof of Concept dans la PSC. Et donc, on a un timing qui est commencé avant la fin de l'année, ce qui devrait nous donner des résultats dans la PSC au dernier trimestre 2022. Dernier trimestre 2022, donc pour la cholangite sclérosante primitive. Pour Absolument. Ensuite, NTZ. Ça, c'est une première étude. Absolument. Phase 2. Ensuite, on a une deuxième étude qui est une phase 1 de NTZ. Et donc là, on commence à développer le produit. Et le timing, c'est qu'on devrait avoir les premiers résultats sans doute début 2023. Donc début 2023, NTZ là, dans la CLF. Et puis, c'est tout pour les nouvelles études? Donc c'est tout pour les nouvelles études en clinique. En clinique. Après, par contre, on a du travail qui est fait en préclinique. Et donc en préclinique, on a des travaux engagés avec elafibranor dans la CLF et avec GFT 1575 dans la CLF également. Et en fonction de la manière dont ces travaux se passeront, on pourra envisager de passer en développement clinique, là pour le coup. Bon, d'accord. Et j'imagine qu'on va avoir des updates sur tout ça dans les mois qui viennent. Enfin, vous avez annoncé déjà un calendrier relativement clair. Alors, on a Genfit avec ses principaux actifs dans les maladies foie. On a effectivement Genfit concepteur de tests. Et c'est là qu'on va reparler justement de NIS4, comme vous l'aviez évoqué. Test pour la NASH. Alors je vous avoue, je n'ai pas tout compris sur le communiqué, puisqu'effectivement, Genfit a annoncé récemment le lancement de NASH Next. Je me dis, tiens, mais ça, c'est un nouveau test. Mais il est indiqué dans le communiqué qu'il est basé sur NIS4, qui sera mis à disposition aux États-Unis et au Canada. NASH Next, NIS4, c'est la même chose? Oui, alors en fait, c'est la marque. C'est la marque commerciale. Absolument. C'est la marque commerciale, donc c'est LabCorp qui commercialise ce test. Et la grosse différence, c'est que jusqu'à maintenant, le test était vendu dans le monde de la recherche, des essais cliniques. Donc c'était toutes les sociétés qui développaient des produits dans la NASH et qui utilisaient dans leurs études pour mesurer les effets de leurs médicaments, ils utilisaient NIS4. En plus du B2B, on pourrait dire. Un peu du B2B, puisqu'effectivement, on vendait à des groupes pharmaceutiques, que ce soit des biotech ou des big pharma. Là, ce que décide de faire LabCorp, c'est de prendre cette même technologie NIS4 et sous la marque NASH Next, la vendre à tous les médecins, que ce soit des médecins spécialistes, mais aussi des médecins généralistes aux États-Unis et au Canada, en Amérique du Nord. Et donc, évidemment, on change d'échelle, puisque là où vous avez quelques dizaines, on va dire, d'essais cliniques en ce moment actifs dans la NASH, vous avez évidemment des milliers de médecins qui sont susceptibles de prescrire NASH Next pour essayer de détecter parmi leur patientèle des gens qui seraient à risque de développer un NASH et d'être plus particulièrement à risque de conséquences négatives par ailleurs. Qu'est-ce qui les a motivés? LabCorp, ils vous l'ont dit, ils ont senti une demande de la part des médecins pour ce test? Ce qu'ils nous disent, c'est que dans leurs études de marché, ils ressentent... Parce qu'on dit toujours, excusez-moi, parce que on dit toujours, il n'y a pas de traitement, donc finalement les tests c'est compliqué. C'est vrai, et je dirais que nous aussi, quand on avait au départ conçu et pensé ce test, on pensait qu'il serait en accompagnement de lancement de produits dans la NASH. Mais ce que nous dit LabCorp, c'est qu'ils ressentent un vrai intérêt pour avoir dès maintenant des tests, et notamment au niveau des médecins généralistes, qui leur disent, je sais que dans mes patients, notamment mes patients qui sont en surpoids, il y en a qui ont la NASH, il y en a qui sont à risque de conséquences potentiellement dramatiques, puisqu'on peut aller jusqu'à une cirrhose. Et donc ils disent, aujourd'hui je leur dis, vous devriez faire attention, peut-être faire un régime, peut-être faire un peu plus d'exercice. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Voilà. Alors que si on avait un test où on pourrait leur dire, attention, vous êtes à risque, et voilà ce qui peut vous arriver si vous ne changez pas de mode de vie, ça pourrait être beaucoup plus motivant pour les patients. Et donc ils ont
donc décidé de lancer d'ores et déjà le produit, même en l'absence de médicaments. Vraiment, ouais. Mais évidemment, ce qu'on pense, c'est que même si on peut avoir des premières ventes comme ça, il y aura un espèce de démarrage, décollage, beaucoup plus prononcé, bien évidemment, dès lors qu'il y aura lancement de produits dans la nage. Alors, vous avez anticipé ma question suivante, parce que j'allais bien sûr vous demander, est-ce qu'on va avoir des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs financiers sur ce test? Oui, donc ce qu'on a dit, c'est que comme c'était assez difficile à prévoir en l'absence de produits pour traiter la nage, maintenant, par contre, qu'on a un lancement, on va pouvoir suivre ce qui se passe. Et donc, on a dit dans notre dernière communication qu'en septembre, on ferait un point sur le développement et des ventes de NageNext et qu'on discuterait un peu de quel type de démarrage on voit. Est-ce que c'est un démarrage rapide, plus lent, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario similaire dans d'autres régions du monde? Là, on parle États-Unis, Canada, Europe, Asie. Oui, je pense que ça peut être un marché un peu test aussi pour LabCorp. Et en fonction de la manière dont ça se passe, ils peuvent envisager d'étendre leur effort commercial au-delà des États-Unis. Mais pour l'instant, on sait que le marché de la nage est quand même très fortement concentré aux États-Unis. Et c'est donc là qu'ils ont décidé de commencer. Bon, là aussi, rendez-vous en septembre. Alors, on a le lancement de nouveaux essais cliniques, des développements à venir. Là aussi, question un peu rituelle, mais vous me voyez venir au 31 mars dernier, il y avait un peu moins de 110 millions d'euros de trésorerie dans les caisses de GenFit. Est-ce que ça veut dire un refinancement à attendre dans les mois qui viennent, dans le cours de l'année? Nous, comme on l'a communiqué, ces 110 millions nous amènent à peu près, ça nous donne une visibilité d'à peu près 2 ans. Ouais. Donc on peut aller, on va dire, jusqu'au résultat de la PBC. Et ceci, évidemment, en finançant les études, les démarrages dont nous venons de parler. Ouais. Par contre, on comprend bien que si on se projette dans le futur, il va falloir faire 2 choses. D'une part, préparer le lancement commercial de la PBC, que ce soit en association ou de toute autre manière. Et par ailleurs, on espère bien, évidemment, si on commence ces développements qui seront positifs. Ouais. Et comme on pense notamment avec la CLF qu'on est sur un marché potentiellement très important et sur lequel il y a aujourd'hui peu d'acteurs, on pourra continuer et accélérer ces développements. Et ça, bien entendu, cela requerra des financements additionnels. Absolument. Alors, on se le redit, peut-être cette année, des updates en septembre, à la fois sur les recrutements de patients dans la phase 3 avec Alifibranor. Oui. Un petit update sur les ventes de NageNext, ne l'appelons plus NIS4, rappelons-le NageNext. Et puis, ces 2 études cliniques lancées d'ici la fin de l'année, 4e trimestre. C'est ça. Absolument. Et donc en septembre, point sur NIS4 et PBC, et on tiendra bien évidemment nos actionnaires, les investisseurs, au courant des développements qu'on vient d'annoncer au niveau R&D. On a parlé du timing des essais cliniques, et on vous tiendra bien évidemment également au courant de l'avancée des programmes en préclinique qui pourraient, si tout se passe bien, passer en clinique. Et je rappelle, avant tous ces résultats, il y a déjà la date du 15 juin prochain, date de l'Assemblée Générale de GenFit. Absolument, et c'est important que tout le monde s'exprime, que nos actionnaires viennent, qu'ils soient, je dirais, d'accord ou pas d'accord. Ce qui est important, c'est de faire entendre sa voix, et on espère qu'ils seront nombreux à participer à cette Assemblée Générale. Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Pascal Prigent, directeur général de GenFit, d'avoir été sur le plateau du Journal des Biotech. Merci à vous, toujours un plaisir. C'est fini pour ce numéro du Journal des Biotech. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.